Attends, Sylvain, bouge pas le truc que tu es en train de faire. Je bouge pas, tu vois. C'est adorable. Je prends la pause. Strike a pose. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, il n'est pas net. Pourquoi il n'est pas net? Parce que il y a le traitement anti-reflet dessus. Le fameux, Glare free, c'est ça? le glare free. Faites en sorte que quand vous achetez un téléviseur, vous n'achetez pas un miroir. C'était le message à l'IFA de Berlin. Je vous mets actuellement à l'écran cette magnifique quote signée Samsung. Achetez un téléviseur et pas un miroir. Oh, c'est nice. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors, vous avez eu une jolie vidéo faite avec Sylvain de Frandroid sur le téléviseur 116 pouces RGB mini LED de Hisense. Une grande vidéo, on est allé franchement, ce sont les premières mesures, donc la première prise en main. Ce n'est pas un test. Justement, maintenant, on va continuer l'opération, si je puis dire, parce qu'on a fait donc du RGB mini LED et nous sommes chez Samsung pour cette fois-ci nous occuper d'un téléviseur qui est 115 pouces, lui, et qui n'est pas du tout de la même technologie. Mais avant, on va faire un petit coucou à Sylvain, qui, comme moi, a 2-3 trucs à vous dire. Salut Sylvain. Salut tout le monde, salut Pépé. Ça va Sylvain? Ça va et toi? Je suis en pleine forme. Je suis content que tu sois là parce que pendant la Merci, ça fait plaisir. pendant la première vidéo, dans la vidéo qu'on a fait ensemble, les gens ont fait beaucoup de commentaires sur notamment les reflets de la dalle. Oui. Qui sont, voilà, là. et là, on va en parler tout à l'heure parce que Samsung, il n'y a pas de reflet. Le reflet de la dalle et surtout le fait que tu n'as pas mesuré le ratio de contraste. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre aux gens sur ce point-là? Alors, c'est très compliqué de mesurer le taux de contraste avec les téléviseurs LCD actuellement, rapport notamment à la technologie de local dimming. Et surtout que de plus en plus, les fabricants brident en fait les fonctionnalités qui nous empêchent de mesurer réellement le taux de contraste natif. En fait, c'est ça qu'on cherche à déterminer, c'est le taux de contraste natif. Parce que quand la fonctionnalité de local dimming est activée, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Finalement, les noirs, ils sont relativement Ils sont créés, profonds, ils sont créés par le local dimming. Même si je rappelle que c'est de la technologie LCD, donc de toute façon, avec toujours un rétroéclairage derrière. Attention, aucun pixel ne s'éteint sur un téléviseur LCD, à la différence de l'OLED, où là, on peut gérer pixel par pixel, où là, effectivement, chaque pixel peut s'éteindre véritablement. D'où, c'est pour ça qu'on parle de noir infini sur les téléviseurs OLED. Parce que c'est auto-émissif, tandis que là, on rétroéclaire, quelle que soit la portion de l'image est rétroéclairée, les pixels restent actifs et hop, on envoie une impulsion et ils sont rétroéclairés. Alors justement, les gens peuvent se dire, Sylvain, ouais, mais si vous dites ça, d'un côté, vous dites que l'OLED a un ratio de contraste infini, et là, vous dites que si avec le local dimming, ça fonctionne bien, il y a du noir aussi. Comment est-ce que les gens peuvent faire la différence entre les deux, sachant qu'on leur parle bien d'un rétroéclairage? Alors, on parle bien d'un rétroéclairage, mais effectivement, plus ça va et plus on tend vers un noir infini sur les téléviseurs LCD. Par zone, c'est-à-dire que le noir infini, parce que la différence, c'est que les gens, voilà, le noir infini sur un téléviseur OLED, c'est chaque pixel qui peut s'éteindre, chaque trio de pixels. Là, ça va être des zones qui sont donc accumulées pour faire un rétroéclairage qui va faire du noir à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça sera jamais aussi précis que le LED. Non. Voilà. Alors, concernant ce qu'on a vu sur place, est-ce que tu as parlé un petit peu de l'angle de vision? C'est venu également. Est-ce que l'angle de vision était satisfaisant par rapport à celui-ci qu'on va donc avoir dans quelques instants, qui est différent? Oui, qui est différent. Alors, l'angle de vision sur le téléviseur Hisense est correct, on va dire. Mais je vais dire qu'il y a des petites optimisations à faire, peut-être, certainement. Voilà. Parce que tu as eu la chance d'aller à Séoul. Ouais. Tu les as vus, je crois, un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir tous les deux côte à côte. Et là, effectivement, côte à côte, on se rend compte que, oui, pour spoiler un tout petit peu, le Samsung a de plus larges angles de vision que le Hisense. Ouais, et en plus, vous l'avez vu dans le titre, c'est une dalle entièrement un revêtement mat. Ouais. Celle-ci. Alors, je crois que Samsung n'aime pas trop qu'on dise que c'est un revêtement mat. Donc, tu fais bien de le dire parce que c'est un traitement anti-reflet. Oui, ce n'est pas une dalle mat. Ce n'est pas the frame, c'est un traitement anti-reflet. Alors là, on va parler d'une technologie qui s'appelle le micro RGB. Donc, qui n'est pas le micro LED, on va expliquer un petit peu les choses. Le micro LED, ça reste du secteur professionnel, quelque part à 1 000 € le pouce. Là, ça n'a rien à voir, c'est comme le RGB mini LED, sauf que c'est des micro LED. C'est-à-dire que Samsung dit, nous, c'est encore plus petit, plus fin, plus ci, plus ça, mais la technique est la même, c'est-à-dire que le rétroéclairage est coloré. C'est exactement ça, la micro LED de chez Samsung est donc plus petite que la mini LED de, a priori, tous les autres fabricants. Et du coup, il y a quand même sur toutes ces technologies 3 composantes, rouge, vert et bleu. Et voilà, c'est là la nouveauté sur cette année. Et le premier modèle qui est lancé maintenant, c'est un modèle 115 pouces.
Et peut-être que dans peu de temps, on va apprendre qu'il y aura d'autres diagonales à Las Vegas. Peut-être, effectivement, vivement les semaines prochaines à venir. On est méchants, c'est tout. Oh là là, mais ils savent pas, ces garçons. Donc, écoute, Sylvain, on va donc faire une petite litanie de mesures. On va prendre notre temps et comme ça, les gens pourront voir la différence déjà au niveau des mesures entre ce qu'on a fait avec iSense et celui-ci, qui est un produit qui est très différent parce que, du coup, on peut reparler quand même des reflets parce que ce qui est important, Sylvain, dans tous les commentaires, il y en a eu des centaines. Merci aux gens de laisser des commentaires. Tout le monde a dit oui, on voit vachement les reflets. On les a plus vus avec le smartphone que dans la vraie vie, on est d'accord. Clairement. Et surtout que là, les conditions ne sont pas non plus les mêmes. Il faut savoir que le téléviseur iSense a été testé dans un magasin, son et vidéo pour ne pas le citer. Et du coup, voilà, avec des grandes baies vitrées. Nous, on n'a plus les baies vitrées là. Il faisait jour, il faisait plutôt clair. Voilà, le temps était quand même plutôt agréable à ce jour-là. Et là, aujourd'hui, finalement, on teste ça dans un petit bureau, une petite pièce, avec des lumières artificielles uniquement. Donc du coup, c'est peut-être un peu plus facile. Mais quand même, voilà, il faut être tout à fait objectif. Il y a quand même beaucoup moins, voire quasi aucun reflet sur ce téléviseur par rapport à l'autre. On y va, on va avoir les mesures en direct de tout ce qui est les espaces colorimétriques, sachant que justement, on est un peu dans la maison mère ici, pour la bonne et simple raison que, oh là là, la taille. Look at the taille, 115 pouces. Le truc important de savoir, c'est parce que dans la vidéo iSense, on a beaucoup parlé du QD OLED, et nous sommes ici dans l'antre du QD OLED, qui justement pétait les scores de l'OLED. Ouais. On va voir si la couverture du BT2020 est aussi importante que sur le QD OLED. Parce que là, ils s'auto-concurrencent, les gars. Je veux dire, ils sont entre leur technologie et leur technologie. Alors si celle-là est winner, je l'explique même pas. On n'a pas encore eu les pubs de ce produit, donc c'est pas ce qui est annoncé en Corée et tout. On va le savoir dans très très peu de temps, parce qu'ils vont trouver un moyen sûrement stratégique, marketing, de nous dire que ça c'est encore mieux que tout ce qui a existé sur la Terre. Voilà, y compris les téléviseurs moniteurs Sony à 40 000 €. Oh non, je l'ai pas dit. Allez, oh là, on va laisser Sylvain travailler. Sylvain, oui, Pépé. Comment ça va? Regarde, bien. ça tourne, ça n'arrête pas. Ouais. Écoute, c'est de la folie furieuse. Donc, on va commencer à pouvoir donner des premières mesures. Bien sûr. Tu peux nous dire un peu ce que tu as trouvé, parce qu'il y a quand même challenge avec ce modèle, comme avec tous les nouveaux modèles qui arborent comme ça des nouvelles technologies. Tout à fait. J'ai laissé tourner mon logiciel pour mesurer un pic de luminosité de 2300 candela par mètre carré en mode filmmaker. En mode filmmaker, ouais. Voilà. Il est là, donc 2003 en pic de luminosité. Exactement. Sur une dalle gigantesque de presque 3 mètres. Voilà, et maintenant, on passe en pic de luminosité, mais selon différentes tailles de mire. Parce que la norme, normalement, c'est 10% de la surface de l'écran. Mais là, l'idée, c'est de mesurer la luminosité de l'écran, donc 115 pouces, et de voir jusqu'à quelle hauteur il peut éclairer. Mais on est d'accord également, on va pas se mentir, c'est moins entre guillemets impressionnant que le modèle qu'on a fait, le iSense, qui était beaucoup plus impressionnant. Oui, effectivement, les mesures ne trompent pas, là, pour le coup. On était à au-dessus de 6000 candela par mètre carré. Là, on est aux 2300 candela par mètre carré. On rappellera un truc important, la luminosité ne conditionne pas la qualité de l'image. Par contre, il y a aussi un confort dans une pièce qui serait semi-éclairée, éclairée, et celui-ci, il est mat, enfin, traitement mat. Traitement mat. Donc il a moins besoin, entre guillemets, d'en foutre plein la tête pour essayer de compenser quelque chose. Lui, il est à traitement mat. On obtient une valeur moyenne de 1,38, toujours en mode filmmaker, qui est plutôt conseillé pour regarder ses films et ses séries. Donc c'est très bon. Très bonne valeur. Là, on mesure la capacité du téléviseur à reproduire des couleurs. Et là, l'idée, en fait, c'est que chaque petit point arrive en plein milieu du carré. Alors, s'il arrive juste à côté, bon, c'est pas très grave, mais le tout, c'est qu'il soit le moins décalé possible par rapport au carré, qui est la valeur idéale. Sur le BT2020, en l'occurrence. Et attention, la valeur qui va s'afficher doit être énormissime. On est à 95,69%. C'est possible un truc pareil en grand public, parce que c'est le secteur pro, là. Si vous mettez le mode natif sur ce téléviseur. Alors, Samsung. mode natif, messieurs, dames, on a cette valeur absolument dingue qui n'a jamais été atteinte, pour nous, en tous les cas, sur des téléviseurs grand public. Mode natif. Il y a d'autres modes, ça ne va pas aussi loin. Mais enfin, c'est important, c'est de savoir que le téléviseur peut le faire. Voilà. Quand on appuie sur les boutons, regardez un petit peu, avec le blooming, si on peut le faire. On parlait un tout petit peu de blooming quand même. Hein. Il y a un fond de sauce là, non, sans rigoler. DCI-P3, qui devrait être un peu plus facile à faire passer, parce que là c'était exceptionnel, la valeur sur le BT2020. Vu l'emplacement des points, c'est exceptionnel, on a 149%. C'est pas possible. Le mode natif pète les scores aussi, 149% du DCI-P3. C'est du jamais vu, mode natif. Hein. On a commencé des mesures avec Sylvain, avec le mode natif. On va passer sur d'autres modes, vous allez voir d'autres valeurs. Mais le mode natif permet de savoir ce dont le téléviseur est quand même capable, au max.
au max de max. On va changer de mode maintenant. Qui est de 91,13%. Et voilà. Et voilà. Donc là, cette valeur, en fait, 91,13%, on peut la comparer à la valeur qu'on obtient sur le S95F, qui est doté d'une dalle QD OLED, qui obtient 90%, 89% de mémoire. Donc Samsung s'est auto-dépassé. Ils ont donc pété les scores chez eux avec des produits à eux et on est quand même très très proche de ce qu'a fait Hisense qui est dépassé les 90 je crois aussi. Mais est-ce que déjà les gens, il faut qu'ils se rendent compte d'un truc, c'est qu'on est sur des valeurs incroyables qui sont pas utilisées entre guillemets dans le grand public. On n'a rien en télé qui correspond à ça, mais qui peut le plus peut le moins. Le télé le peut. Peut le faire, exactement. Donc ça qui est important. C'est dire quelles sont les limites d'un produit qui coûte quand même une blinde, et même les QD-OLED, hein, les QD-OLED coûtent assez cher. Ces produits peuvent le faire. Nous, on est là pour détecter ça. Ouais. C'est aux créateurs de nous mettre à disposition des contenus qui peuvent voilà, aller jusqu'au bout de ce que sont capables les téléviseurs. Et bientôt, le futur HDR, qui est le 10+. Advance. Donc on rappelle, il y a une vidéo sur la chaîne, tu es allé en Corée pour voir ça, pour qu'on en parle, et on en parlera encore au CES de Las Vegas, avec des démos sur place, je pense. Il y aura bien sûr des démos de Dolby, hein, c'est normal. Là, surtout cette partie-là. Cette partie-là, un petit peu moins, mais cette partie-là, quand les trois couleurs se suivent parfaitement, là, c'est... C'est bon signe, ça fleure bon, comme on dit. Tout à fait. Alors maintenant, on va mesurer le gamma. Il va me donner une valeur moyenne pour le gamma et la température moyenne des couleurs. Voilà, le Kelvin et une donne qui doit être en général à 2,4. Voilà. C'est déjà un tout petit peu accidenté, mais enfin la suite est quand même extrêmement bien maîtrisée. Peut-être une petite chute sur la fin, un petit moment de faiblesse, même pas. Ah non, même pas. Non, c'est bien. Là, on obtient finalement une température des couleurs moyenne de 6800 Kelvin. La valeur idéale, c'est 6500 Kelvin, avec des dérives chromatiques qui sont très légères. Ah ouais, c'est modéré. Et là, sur donc, le gamma moyen est à 2,426, on arrondit à 2,4, et avec voilà, un suivi de la courbe ou de la ligne qui est légèrement accidenté, mais rien de grave. Ouais. Normalement, on est quand même plutôt en dessous, et ensuite, éventuellement, ça remonte. Mais là, on est sur des très bonnes valeurs. Alors là, on va mesurer le gamut, l'espace colorimétrique, la couverture de l'espace colorimétrique REC 709, qui correspond finalement aux images qu'on va retrouver sur la TNT, voilà, sur des émissions classiques. Les trucs les plus standards. Voilà. On obtient 99,9% sur ce téléviseur. Parfait. Samsung Micro RGB. Là, on mesure la fidélité des couleurs en mode SDR, les couleurs standards en fait qu'on va trouver sur ce téléviseur. J'ai réglé le mode Filmmaker, qui est a priori le meilleur pour regarder les films et les séries. Et du coup, on va obtenir une valeur moyenne. Idéalement, il faut qu'elle soit inférieure à 3, ou que toutes les couleurs soient inférieures à 3. On peut en obtenir certaines au-dessus, certaines en dessous. C'est une moyenne de façon à la fin. C'est une moyenne, exactement. Et donc 3, c'est le fameux seuil en dessous duquel, je le répète dans chaque vidéo, l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur qui est demandée. Regarde, ça sent bon quand même. Suspense. Bah pour l'instant, oui, on est inférieur à 3. Certaines valeurs qui sont légèrement au-dessus, ça reste tout à fait acceptable. 2,86 pour ce téléviseur micro RGB de Samsung. Il est dans les clous. C'est pas mal, ouais. Dans les clous. Ouais. Sylvain, c'est quoi tous ces flash in the night? Alors ça, c'est l'input lag, le fameux retard à l'affichage. Le temps que vous avez entre le moment où on appuie sur le bouton de la manette et où l'action se déroule à l'écran. D'accord? Donc là, on va passer en mode jeu. Ça y est, on est passé en mode jeu. Du coup, avec ce petit appareil, on peut mesurer l'input lag. Et donc, en l'occurrence, vous avez un 13,2 millisecondes pour une image Ultra HD à 60 images par seconde. C'est toujours la même norme qu'on utilise. Ultra HD, 60 images par seconde. On est en dessous de 16, et donc 16, en fait, ça correspond à exactement une image de retard. On rappelle que le meilleur, c'est le Panasonic, c'est ça? Ouais, on est à 8,9. 8,9, mais là... Moi, je vous mets au défi d'arriver à faire la différence. Oui, on vous met au défi. Écrivez-nous dans les commentaires. Ah, il y en a qui l'ont fait. C'est vrai? Je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a une différence à 16 millisecondes, enfin 15 millisecondes, on a dit... Eh bien, écoute, tant mieux. Tant mieux, tu as des yeux bioniques. Voilà, c'est une bonne expérience à prendre dans tous les cas. Sylvain, alors en fin de compte, c'est la fin de tes mesures. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ce téléviseur est capable de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est la partie couverture des espaces colorimétriques, notamment le BT2020 qui est le plus exigeant. Et là, on explose carrément les scores. Et je pense que 2026 sera une année où les téléviseurs pourront faire beaucoup de choses. Parce que tu as le HDR10+ Advance chez eux, Samsung, Dolby Vision 2 qui arrive
chez tous les autres. Tous les autres, les Hisense, tout le monde et tout le tremblement. Est-ce que tu n'as pas été un petit peu surpris par la luminosité sur le produit? Alors si, effectivement, mais d'un autre côté, donc on est à 2277 ou quelque chose comme ça, de mémoire, un petit peu, mais ceci dit, en fait, je pense que c'est intéressant de voir aussi le traitement du téléviseur, parce que celui-là, il y a le revêtement glare-free, qui permet d'éviter tous les reflets. Donc finalement, il a un petit peu moins à lutter contre une grande baie vitrée qui est derrière lui. Donc du coup, elle est tout à fait correcte. C'est pas l'explosion qu'on avait sur le Hisense. Hein. Je crois que le Hisense, il était aux 6000. 6000. Donc voilà, qui est un record total absolu. Mais lui, il a à lutter contre ses propres reflets, contre ses propres soucis. D'accord. Donc, globalement, ce qu'on va attendre, c'est surtout d'avoir les tests de produits qui ne font pas cette diagonale. Parce que là, c'est du gros bousin, c'est une sorte de flagship pour l'ancienne techno, et comme ça, on pourrait les tester peut-être au mois de mars ou un truc comme ça, avec d'autres diagonales et des tests plus longs, parce qu'on rappelle que là, c'est une prise en main. Exactement. On est sur un moment où on passe quelques moments, mais on n'est pas dans les conditions normales, et c'est pour vous donner des premières idées. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir participé, Sylvain. Ben, merci à toi, Olivier. Ton papier sur Frandroid, donc, qui va parler de ça, et la vidéo sur la chaîne, c'est ce que vous avez actuellement. Je te remercie beaucoup, Sylvain. Salut à tous. Ciao, ciao.